Qui fait combien, tu m'as dit? Environ 700 chevaux. Et combien de couples? 1200 Newton. 1200. C'est de la triche. On va se faire un départ à 80. Y a rien à gagner, mais que le meilleur gagne, hein. Bon, ça y va quand même, hein. Oh la vache. Comment ça tracte. Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, on est sur l'événement. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous en avez marre de regarder Erwan The Glove Driver? Mais quel nom de chaîne! Il y a usurpation d'identité là, vous n'êtes pas Romain Monti? Non, vous vous trompez, monsieur. Vous êtes... Allez, casse-toi. Laisse-moi. Non, c'est ma chaîne. Il a mal compris. On partage le cadreur, c'est pour ça. Mais va, retourne avec tes Porsche Atmo, toi là. Les gens sont fous et en recherche de buzz aujourd'hui, c'est terrible. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Erwan TGD et aujourd'hui on se retrouve sur l'événement Mach1 de Cars Up, la conciergerie dont je vous parle déjà depuis plusieurs années, dans laquelle je gare régulièrement la M3 Touring. Mais la nuit dernière, c'est pas la M3 Touring qui était garée dans la conciergerie, c'était cette nouvelle AMG GT que je vais vous présenter dans cette vidéo. Merci à Romain pour son caméo exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un événement de dingue avec une piste d'aéroport qui est entièrement privatisée pour tous les clients de Cars Up. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous présenter la nouvelle AMG GT 63 4MATIC Plus, la nouvelle version. On va tester l'accélération de la voiture sur une piste d'accélération de 4 km de long, peut-être la comparer à d'autres voitures qui sont présentes sur l'événement. Et j'en profite aussi parce que c'est quand même un peu évident, mais je suis extrêmement fier d'avoir aujourd'hui avec moi les équipes de la main de l'homme avec qui on a confectionné, vous le savez, mes gants de conduite qui sont aujourd'hui disponibles. Même si là, comme ça fait un peu bizarre et mégalo. En vrai, il y a 6 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, déjà me faire prêter une voiture, c'était quelque chose d'exceptionnel. Jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, je me retrouverais sur un événement avec quasiment 1000 personnes, en venant avec une voiture de sport comme ça, avec mon stand, avec nos produits. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je m'appelle Erwan TGD. Toutes les semaines, je te publie des vidéos explicatives du monde de l'automobile. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines et je publie aussi du contenu exclusif sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. C'est parti pour la vidéo. Comme on est sur un événement, évidemment, il y a la musique, le speaker, mais je vais me concentrer sur cette AMG GT 63 4MATIC Plus 2024. Alors, je vous le dis déjà d'avance, alors peut-être que vous aurez déjà vu la vidéo au moment où ça sort, j'en suis pas encore certain. Je vous prépare une vidéo, tout savoir sur la AMG GT pour comprendre précisément comment a évolué la gamme entre la première AMG GT sortie en 2014 et la dernière, celle-ci en 2024. Donc je ne vais pas vous parler des précédentes. Le concept de la AMG GT sortie en 2014, c'était de concurrencer la Porsche 911 avec une descendante de la SLS AMG, 100% produite par Mercedes AMG, qui est un constructeur à part entière. Et donc ça, c'est l'évolution, c'est la troisième évolution, on va dire, de la AMG GT. Il y a eu une première phase entre 2014 et 2018 et une deuxième phase de 2018 à 2021. Depuis 2021, le modèle précédent a complètement disparu et la base a laissé sa place au nouveau SL d'abord, qui est sorti en 2021-2022. Le nouveau SL qui du coup est une voiture plus longue, 2+2 cabriolet, qui remplace la version cabriolet de la AMG GT et donc la version coupée est arrivée l'année dernière en 2023 avec cette voiture. Alors il y a immédiatement une grosse rupture entre la précédente AMG GT et celle-ci, puisque la précédente AMG GT était une stricte 2 places moteur avant propulsion. Alors on conserve le moteur avant. Il existe 3 motorisations sur cette AMG GT. Il y a le 43 qui est le 4 cylindres turbo de la 45 AMG, 421 chevaux, 500 Nm. Il y a la version 55 AMG qui est la version V8 4 litres biturbo, 4 roues motrices, mais en version un peu détunée, donc 467 chevaux ou 476, je ne sais plus. Et ça, c'est la 63. La 63, c'est la grosse version pour l'instant, avant qu'il y ait peut-être une R ou une version hybride d'ailleurs. Donc on a donc toujours le V8 4 litres biturbo, 585 chevaux, 800 Nm, une boîte 9 rapports qui transmet la puissance non pas au roue arrière mais aux 4 roues. Donc c'est déjà un gros changement, première fracture. Et la deuxième fracture, c'est que pour la première fois sur l'AMG GT, on a configuration 2+2 avec, bon, à l'arrière, on peut pas dire que ça soit des places, on va dire que c'est plutôt un strapontin ou pour des gens qui n'ont pas de jambes ou pour des tout petits enfants. L'objectif est clair avec cette voiture, c'est d'aller se rapprocher encore plus de la polyvalence ultime de la 911. La voiture, par rapport à la précédente génération, donc conserve son V8, mais est plus longue de 18 cm et plus lourde de 350 kg. Je sais honnêtement pas comment ils ont été rajoutés ces 350 kg pour une voiture qui, entre guillemets, n'est que 18 cm plus longue parce que tous les panneaux de carrosserie sont en aluminium, le châssis aussi, il y a les 4 roues motrices et directrices, mais quand même 350 kg, on est sur une voiture qui
dépasse les 2 tonnes avec les pleins. On est à 1990-15 kg sans les pleins, ce qui est énorme. Donc il y a vraiment une rupture complète par rapport à la voiture précédente. Là, on rentre vraiment dans un univers plus GT avec quand même du sport. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette recherche permanente de polyvalence par tous les constructeurs qui cherchent à faire des voitures qui font absolument tout, c'est de vraiment comprendre la rupture qu'il y a entre la précédente génération et la nouvelle. Du coup, je vais me concentrer sur 3 points principaux. Le design intérieur et extérieur, la partie plaisir de conduite et bien sûr la partie performance. Au niveau du design, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, la voiture est magnifique. Elle est beaucoup plus ronde qu'auparavant, hein. On pourrait lui prêter d'ailleurs un peu un style de Porsche 911. J'aime beaucoup cette grande calandre Panamérica là, qui descend, qui est large, un peu comme la Black Series. Ça rappelle d'ailleurs les voitures de course. Bon, la configuration de cette voiture est sublime. Les grandes jantes, du 21 pouces, 295 à l'avant, 305 à l'arrière. C'est quasiment du 300 au carré. On n'est pas très loin. Voiture plus longue, inscription V8 biturbo 4matic plus ici. À l'intérieur, on a la qualité de finition Mercedes qui est immédiatement reconnaissable, un assemblage de matériaux que je trouve superbe. Cette voiture est très bien équipée, c'est une voiture du parc presse Mercedes France. Du carbone, de l'Alcantara, des surpiqûres rouges, du cuir étendu, toit ouvrant, manuel, l'Alcantara partout sur le plafond, les sièges performance, les ceintures rouges. On est dans un habitacle qui est vraiment superbe. À un détail près, et ça c'est mon avis, mais c'est mon avis de vieux con alors que j'ai 27 ans, je trouve dommage cette mode un peu, cette espèce de défait Tesla, d'avoir absolument des grandes consoles centrales qui ressemblent à des iPads posées comme si ça n'avait pas été pensé pour, alors qu'on est dans un environnement superbe et au milieu, bam, il y a cette grosse tablette. Alors qu'il fonctionne très bien. Honnêtement, l'utilisation demande un peu d'adaptation, mais c'est très complet. Vous pouvez personnaliser la voiture à foison, que ce soit en termes d'ambiance, de mode de conduite, d'options. C'est une voiture qui... La seule chose qu'elle sait pas faire, c'est voler. Honnêtement, si je dois, le rassembler en une phrase, ça me gêne. Ça me gêne terriblement, moi, cette énorme console centrale. Ça n'empêche pas que la voiture est magnifique. Le volant est très beau. On a une bonne position de conduite. Là, je suis pas à ma position de conduite. Mais c'est un environnement qui est superbe et je trouve que ça se différencie vraiment de la Porsche 911. Pour moi, c'est un habitacle qui est plus exclusif. Maintenant, à voir si cette recherche de plus d'exclusivité et de polyvalence, avec l'ajout des places arrière notamment et la taille du coffre, garde le côté très bestial que j'adorais dans la AMG GT précédente. Et pour ça, il faut parler de performance. Ok, bon, on va tester un petit exercice amusant avec l'AMG. Il y a un petit atelier Gymkhana. Alors bon, la voiture n'est pas hyper adaptée pour faire ça, parce que c'est quand même un gros bébé. Je vais faire un tour de reconnaissance avant de faire un tour un peu plus agressif. On a quand même 4 roues motrices, 585 chevaux, du couple. Donc ça devrait être plutôt rigolo. C'est vraiment trop lourd. C'est marrant, le souci c'est le train avant en fait. Bah, le souci, allez, c'est un exercice qui est pas du tout adapté à la voiture, mais c'est vraiment le train avant qui pêche en fait. Le Gymkhana, c'est pas du tout un exercice adapté pour cette voiture, mais elle sait vraiment illustrer quoi. Alors après, forcément, il y a le poids, ça on peut pas l'enlever, mais dynamiquement, c'est quand même assez bluffant. Alors l'explication pour cette différence de dynamisme, je vais pas dire manque de dynamisme, mais différence de dynamisme par rapport à la précédente, il est surtout lié à la position du moteur. Et ça, je l'ai découvert au moment où j'ai ouvert le capot pour la première fois ce matin. Dans la précédente AMG GT, c'était toujours marquant, c'était pareil dans la SLS, le moteur était sous le tableau de bord, vraiment très reculé. Alors que là, si vous vous mettez de profil comme ça, on se rend compte que le moteur il est posé sur le train avant.
il n'est pas du tout aussi reculé que sur la précédente. Le moteur était ici, quoi. En termes de répartition des masses, on a un peu plus de poids sur l'avant, donc forcément, il faut plus de force. Et heureusement qu'on a les roues arrière directrices pour bien faire tourner la voiture. Et ça m'explique aussi pourquoi, lorsque je suis à l'intérieur, par rapport à la précédente, j'ai moins cette sensation d'être assis avec un capot qui est là, quoi. En fait, le moteur, il est simplement plus à l'avant. Donc ça aussi, c'est quand même une grosse différence par rapport à la précédente. Tant qu'on a le capot ouvert, je précise aussi que l'une des particularités quand même exceptionnelles des moteurs AMG, c'est que ce sont des moteurs qui sont assemblés à la main depuis des années. Et bien sûr, vous avez toujours ici la plaque de la personne qui a monté à la main ce moteur, qui en l'occurrence est Lucas avec un nom d'allemand que je ne vais pas tenter de prononcer. J'apporte aussi quand même un peu de nuance au milieu de tout ça. C'est quand même une voiture ultra polyvalente, de sport avec 585 chevaux, avec un moteur fait à la main, un V8 encore en 2024. Même si je vais forcément chercher la petite bête, on peut quand même apprécier ce que nous propose Mercedes AMG aujourd'hui. Et petit détail aussi, au lieu d'avoir le logo Mercedes et l'étoile ici, on a directement le logo Affalterbach. Et ça, je trouve que c'est un super détail. Bon, maintenant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est tester l'accélération de la voiture. Et pour ça, on a une piste d'accélération. Bon, le moment un peu fatidique est venu aujourd'hui, le moment de la VMAX. Alors je sais pas si on arrivera à faire réellement une VMAX avec cette AMG GT. Bon, pour l'instant, j'avoue que sur tous les points, mais comme beaucoup de voitures modernes, je suis un peu bluffé parce que la voiture arrive à cacher sa masse en termes dynamiques de manière vraiment impressionnante. Je me demande combien est-ce qu'on va réussir à taper. Ouais, en termes de performance, c'est hallucinant, en termes de polyvalence, c'est hallucinant. En termes de dynamisme, c'est vraiment très surprenant. Alors maintenant, on va voir, on va faire l'exercice un peu bête. Pour ça, je vais mettre en mode race, je vais mettre Sport Handling Mode. Voilà, donc là, j'ai quasiment tout en off. Je suis en mode automatique, ESP off. Wow, comment ça tracte. 105, 130, 140, 150, 160, 170. Il y a la ceinture qui comprime, c'est horrible. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280. Non, 276. La vache. Ah, il y a l'aileron qui s'est levé en mode aérofrein. Bon, ça y va quand même, hein. Oh la vache. Comment ça tracte. Oh, le pic d'adrénaline là. Bon, la i8 à une autre fois. Alors déjà, bon, il y a deux trucs. Le 0 à 100, comme ça, éclair. Alors, il y a aussi un truc qui joue, c'est que t'as dû te faire pareil, t'as dû te faire caler par la ceinture dans l'arrière. Donc ça coupe un peu le souffle. Ouais, t'es vraiment plaqué contre le fond du siège. Ouais, mais alors c'est rigolo parce que je pense que ça appuie encore plus l'impression de vitesse. La vache, comment ça tracte. Non mais il y a plein de trucs qu'il faut dire. Je m'attendais à ce que ça monte un peu plus vite jusqu'à de 200 à 250. Je m'attendais à ce que ça monte un peu plus vite. Le 0 à 100 est hallucinant parce que 4 roues motrices, ça marche une tonne. Le 100 à 200 est quand même impressionnant, ça tracte fort. Bah, c'est dingue, même la stabilité de la voiture et tout, parce que ça met un moment. Moi j'étais focus, j'avais du sang dans les yeux là, comme ça. Ok, on réitère l'expérience de la piste d'aéroport, mais cette fois-ci, on a un concurrent juste de l'autre côté. On a un C63 MG coupé qui fait combien, tu m'as dit? Environ 700 chevaux. Et combien de couples? 1200 Newton. 1200. C'est de la triche. On va se faire un départ à 80. Il n'y a rien à gagner, mais que le meilleur gagne. Hein. Et là, si je m'avance un peu, on voit ces deux gros cônes qu'il a. Bon, et... Oh là, oh ça suce de l'air. Quand t'entends les turbos mais de l'échappement, tu sais qu'il y a un problème. Tout ça n'a évidemment aucune valeur scientifique, mais on est là pour rigoler. Mais ouais, je pense qu'on va rigoler là. Je suis vraiment intrigué. Alors nous, on a 585 chevaux, 800 de couple, boîte 9. Et lui, donc il a 700 chevaux, 1200 de couple, mais il a 2 roues motrices en moins. À mon avis, je vais l'avoir au départ et ensuite il va nous passer comme si on n'était pas là.
plan. Alors, j'ai pas d'excuses, ils nous auraient battus de toute manière. Mais je suis parti en 3ème, j'aurais dû partir en 2. On a pris 272 quand même, hein, alors qu'on est parti tranquille. Ah oui, bah. Là, c'était mieux parce qu'on est parti un peu plus loin et la piste a été mieux. Ouais. Là, tout à l'heure, j'ai accéléré trop tôt, ça passe dans tous les sens. Là, j'ai presque pas patiné, t'as vu? Mais moi, je suis parti en 3, j'aurais dû partir en 2, je pense. Mais de toute façon, t'as beaucoup plus de watts. Mais comment elle part, la tienne? Je propose maintenant un gros récapitulatif de tout ce que je pense de cette nouvelle AMG GT 63 4matic Plus 2024 coupé. C'est long comme nom. On va dire nouvelle AMG GT, ça va être plus simple. Il y a des choses que j'aime et des choses que j'ai moins aimées sur cette voiture. Je vais commencer par les choses que j'ai moins aimées, ce qui me permettra ensuite de développer les choses que j'ai aimées, voire beaucoup aimées. Dans les choses qui m'ont un peu dérangé, il y a, comme je vous l'ai dit, cet écran, l'intégration que je trouve pas extraordinaire. Bon, de toute manière, c'est pas moi qui vais me battre contre ça. Ce qui, je trouve, change un peu et pas en bien dans cette voiture, c'est qu'un peu comme toutes les voitures modernes, c'est une voiture qui s'aseptise énormément. C'est une voiture qui s'alourdit, qui certes propose encore plus de polyvalence, mais qui finalement va perdre en sportivité, en bestialité, en tout cas qui a clairement perdu le côté vraiment dragster que pouvait avoir la génération précédente. Ça, c'est dû au poids supplémentaire, c'est dû aux 4 roues motrices, c'est dû en fait à cette volonté permanente d'amener plus de polyvalence dans les voitures, d'être à la fois des extraordinaires voitures du quotidien, malgré leur vocation sportive, et d'être en même temps des voitures sportives très impressionnantes. Forcément, ce poids et cette masse en plus, cette disposition moteur un peu plus sur l'essieu avant, ça se ressent dans la conduite, on sent un avant qui est beaucoup plus lourd, ça se sent vraiment dans les virages, on sent que l'avant écarte plus, c'est moins précis. Alors heureusement qu'on a les roues arrière directrices qui viennent gommer un petit peu ça, mais comme toutes les voitures modernes, le moteur est beaucoup plus discret, même si il fait quand même du bruit, mais bon, c'est tellement insonorisé comme voiture que forcément il y a du son qui est généré par les haut-parleurs, qui est pas très bien fait, alors qui est quand même agréable à l'oreille. Franchement, il est loin d'être désagréable ce bruit, mais il n'est pas très bien fait. On entend que c'est un peu artificiel, alors que ce moteur il peut produire une sonorité vraiment géniale, mais bon, c'est comme ça, c'est la modernité, pardon. Donc dans l'ensemble, en fait, c'est une voiture qui s'est embourgeoisée, qui perd, je trouve, vraiment du caractère bestial qu'avaient les précédentes générations. Ça, je trouve c'est un peu dommage. Maintenant, pour parler plutôt des côtés positifs, et il y en a beaucoup de cette voiture, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Alors il y a des choses qui m'ont sauté immédiatement à la gueule, comme le moteur. Le moteur, bon, même s'il est un peu plus étouffé qu'avant, ce V8 c'est quand même quelque chose. V8 4 litres biturbo, ça arrache, c'est gavé de couple, la boîte très bien gérée, que ce soit en mode confort ou en mode manuel. C'est vraiment un moteur qui est super puissant et les performances sont dingues. Ça, c'est hallucinant. Au niveau du châssis, la manière dont ils arrivent à masquer le poids et à rendre cette voiture dynamique malgré son embonpoint général, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, c'est vraiment très impressionnant parce que j'ai pu la pousser sur quelques petits virages. Malgré la sensation de poids général qui est vraiment là, de poids en trop, ça grippe, ça marche, c'est collé au sol et en fait la technologie fait tout pour gommer justement cette sensation de, ce poids supplémentaire et cet embonpoint supplémentaire. Il y a des nuances à apporter à ça, mais grosso modo, en termes de perf pure, d'efficacité, c'est quand même vraiment impressionnant. L'ergonomie, alors c'est moi qui dis ça, moi qui déteste les boutons, les écrans tactiles, les trucs. Quand je suis rentré dans la voiture, franchement j'ai un peu sauté au plafond. À l'usage, ça fonctionne bien, c'est bien fait, tout est bien pensé. Il y a une ergonomie Mercedes à laquelle il fallait que je me réhabitue, mais qui est vraiment une très bonne surprise. L'ambiance à bord la nuit, avec toutes les LED que vous pouvez paramétrer de 800 000 couleurs différentes, c'est vraiment une voiture qui est extrêmement agréable à vivre. C'est difficile de dire le contraire. On reste vraiment dans la philosophie Mercedes, à savoir, c'est une voiture qui est plus tournée vers le luxe, vers le grand tourisme luxueux, avec un côté très bestial apporté par le V8, plus de polyvalence par rapport au dragster complètement furieux de la précédente génération. Est-ce que cette voiture me provoque un coup de cœur? Non. En toute honnêteté, non. Là où je me souviens, la MG GTR m'avait vraiment énormément plu. Là, c'est trop facile. C'est un kiff total de rouler dans une voiture comme ça. Attention, hein. La voiture,
de par la sensation de poids immédiate qu'elle donne au premier rond-point, me donne pas envie d'attaquer avec, quoi. J'ai juste envie d'aller me balader. Comme toutes les voitures modernes en fait, et ça c'est intéressant. C'est une voiture qui est tellement complexe pour vraiment en comprendre toutes les nuances et vraiment la comprendre dans tout ce qu'elle peut proposer comme prestation. Il faut beaucoup la conduire, il faut la conduire dans beaucoup de scénarios différents. Et là, bon, pour le coup, j'ai un peu tout fait. C'est-à-dire que j'ai fait de l'autoroute, de la ville, des petites routes, du Gymkhana, ça c'est original quand même, de la VMAX, et c'est vrai que c'est une voiture qui sait tout faire. Mais tout est très très bien. Mais c'est une voiture qui est très chère. Là, ça sort, il y a 60 000 € de malus de toute manière, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y en aura probablement peu qui seront vendus en France. Voilà, c'est mon essai nuancé de cette voiture. Je suis très content d'avoir pu l'essayer. D'ailleurs, merci à Mercedes France de m'avoir fait confiance. C'est la première fois que j'emprunte une Mercedes. Voilà, auprès de Mercedes France, donc je les remercie pour la confiance. Et j'espère que cette vidéo, voilà, assez complète, vous a plu. Pour moi, direction Paris. Et on n'oublie pas quand même le C63 qui nous a mis la misère. C'est vraiment impressionnant, attends, 1200 Nm de coupe. Tu veux faire quoi? Mais c'était vraiment drôle, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci évidemment à Cars Up pour l'invitation à cet événement magnifique. Et à très vite sur The Glove Driver. Ciao.